La conception aristotélicienne de l'univers domine de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais quelle est-elle, cette conception d'Aristote? Le monde est divisé en deux parties. Il y a tout d'abord le monde sublunaire, sous la Lune, qui comprend notamment la Terre. Ce monde est corruptible, changeant, mouvant. Il est le lieu du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Le monde supralunaire, au-dessus de la Lune, est lui parfait, immuable, incorruptible. Il est le lieu de l'éther. Cette conception de l'univers domine jusqu'au début de l'époque moderne, notamment parce qu'elle est relativement conforme aux évangiles. Un certain nombre de penseurs du Moyen-Âge, notamment Jean Buridan et Nicole Oresme, ont bien saisi les limites de ce système géocentrique, mais sans pour autant le remettre en question. C'est Nicolas Copernic, chanoine de Frombork en Pologne, qui introduit dans son ouvrage De Revolutionibus Orbium Coelestium, paru en 1543, le système héliocentrique. Bien sûr, l'hypothèse avait été formulée dans l'Antiquité par Aristarque de Samos, mais le modèle proposé par Copernic est le plus complet et le plus intelligible. L'ouvrage de Copernic s'est diffusé très largement, beaucoup plus qu'on ne l'a pensé initialement. L'Église s'est très tôt méfiée de ce livre, mais ne l'a pas mis à l'index. Finalement, ce sont les observations de Galilée qui vont donner à cet écrit copernicien toute sa puissance subversive. Galileo Galilei est né le 15 février 1564 à Pise. Nous savons qu'en 1581, il est étudiant dans la section des arts libéraux pour faire des études de médecine. Il ne termine pas ses études de médecine et puisqu'il est intéressé par les mathématiques, il se rend à Florence, qui est alors l'université la plus prisée pour l'enseignement des mathématiques, pour y apprendre cette discipline. À 26 ans, en 1589, il obtient un premier poste de professeur de mathématiques à l'université de Pise. Il n'y reste que 3 ans, mais se fait énormément d'ennemis en contestant l'avis des plus anciens. En 1592, il obtient un poste de professeur de géométrie et d'astronomie à l'université de Padoue, université qui, à l'époque, dépend de la République de Venise. Finalement, en 1610, il quitte Padoue pour se rendre à Florence, avec le titre de mathématicien et de philosophe, titres qui lui ont été accordés par le duc de Médicis. Les historiens des sciences ignorent dans quelles circonstances exactes les lunettes ont été inventées. On sait que, depuis le Moyen-Âge, le travail sur les lentilles pour améliorer la vue se faisait. Pendant des siècles, les techniciens, les ingénieurs se sont désintéressés de ces inventions. Mais finalement, c'est à partir du XVIe siècle qu'on constate un grand renouveau sur les questions des lentilles. C'est d'abord le savant italien Giambattista della Porta qui, dans son ouvrage Magia Naturalis, paru en 1589, aborde la question des lentilles dans un style très obscur et très confus. C'est ensuite Johann Kepler qui, en 1604, publie un ouvrage intitulé Ad Vitellionem Paralipomena qui traite de la réfraction. Et c'est le premier à donner véritablement une explication de la propriété des lentilles. Il est très probable que les premières lunettes aient été le fruit de travaux empiriques menés par des artisans italiens et des lunetiers des Pays-Bas qui échangeaient leur savoir-faire. Ils ont essayé de présenter ces inventions à des princes, à des gouvernements, en insistant sur le caractère militaire de ces lunettes. Mais leur succès commercial est très limité. D'ailleurs, Della Porta et Kepler n'y prêtent qu'une attention mesurée. Ce n'est qu'au printemps 1609 que Galilée commence à s'intéresser à la lunette. Au mois d'août de la même année, il cherche à en construire une. Il constate son fort pouvoir grossissant. On peut dire que Galilée n'est pas l'inventeur de la lunette. Son grand mérite toutefois est d'avoir permis sa systématisation dans les observations astronomiques.
Ce sont de grandes choses que dans ce court traité je propose au regard et à la réflexion de tous les observateurs de la nature. Grandes, bien sûr, par leur excellence propre et leur nouveauté sans exemple, mais surtout à cause de l'instrument grâce auquel elles se sont manifestées à nous. Les premières observations de Galilée se déroulent en 1609 et en 1610. Il faut signaler aussi la différence d'aspect entre les planètes et les fixes. Les planètes, en effet, s'offrent au regard, comme des globes délimités par des cercles parfaits, et ont l'apparence de petites lunes, circulaires et lumineuses en tous leurs points. Au contraire, les étoiles ne se présentent pas comme limitées par des circonférences de cercles, mais comme des noyaux de lumière qui rayonnent et scintillent dans toutes les directions. À la lunette, elles ont la même forme qu'à l'œil nu, mais sont grossies de façon telle qu'une petite étoile de 5e ou 6e grandeur semble égaler la plus grosse des étoiles fixes, le Chien. Mais au-dessous de la 6e grandeur, on voit à la lunette des étoiles en nombre à peine croyable, qui avaient jusqu'ici échappé à l'observation faite à l'œil nu. On peut y discerner plus de 6 nouveaux seuils de grandeur. Les plus brillantes, que nous pouvons définir comme de 7e grandeur, ou de première grandeur dans le domaine de l'invisible, apparaissent à la faveur de la lunette comme plus grosses et plus brillantes que les étoiles de 2e grandeur vues à l'œil nu. Je veux aussi noter un fait que j'ai observé non sans un certain émerveillement. Presque au centre de la Lune se trouve une cavité, plus grande que toute autre et parfaitement circulaire. Dans son obscurcissement et dans son illumination, elle présenterait le même aspect que celui de la Terre, dans une région comparable à la Bohême, si cette région était de tous côtés entourée de hautes montagnes et disposée en cercle parfait. Dans la Lune, en effet, la cavité est entourée de cimes si élevées que la région extrême, attenante à la partie ténébreuse, se voit illuminée par les rayons solaires, avant que la ligne de partage entre la lumière et l'ombre atteigne le diamètre de la figure elle-même. Galilée remarque que la surface de la Lune n'est pas absolument sphérique. La Lune comporte un relief comme la Terre. Ceci remet en cause le dogme aristotélicien. La Lune est censée appartenir au monde supralunaire, qui est parfait et incorruptible. Et dans ce monde parfait et incorruptible, les astres sont des sphères rigoureusement parfaites. En janvier 1610, Galilée parvient à observer 4 astres errants autour de Jupiter. Sa conviction est rapidement faite, ce sont bien des satellites de Jupiter. En outre, nous tenons un argument excellent et lumineux pour ôter tout scrupule à ceux qui, tout en acceptant tranquillement la révolution des planètes autour du Soleil dans le système copernicien, sont tellement perturbés par le tour que fait la seule Lune autour de la Terre, tandis que ces planètes accomplissent toutes deux une révolution annuelle autour du Soleil, qu'ils jugent que cette organisation du monde doit être rejetée comme une impossibilité. Maintenant, en effet, nous n'avons plus une seule planète tournant autour d'une autre, pendant que 2 parcourent un grand orbe autour du Soleil. Mais notre perception nous offre 4 étoiles errantes, tandis que toutes poursuivent, ensemble, avec Jupiter, en l'espace de 12 ans, un grand orbe autour du Soleil. Galilée se rend très vite compte de la portée révolutionnaire de ces observations. En janvier 1610, il se rend à Venise pour faire imprimer un petit opuscule qui comprendrait toutes ces observations. Il le publie sous le nom de Siderius Nuncius, le messager des étoiles. Il s'agit d'un ouvrage qui est destiné à la communauté scientifique. Pour cela, il est publié en latin, qui est la langue de la science à cette époque-là. Galilée poursuit ses observations sur un rythme accéléré. Il remarque notamment que Saturne, la plus éloignée des planètes connues à l'époque, se présente sous la forme de 3 étoiles. Il observe également les phases de Vénus, qui sont parfaitement semblables à celles de la Lune. Le temps semble manquer à Galilée pour donner à ses observations une forme parfaitement scientifique. Afin de s'assurer la priorité de ses découvertes, il les rédige sous la forme d'anagrammes qu'il communique à un certain nombre de savants, dont Kepler. Ces anagrammes donnent à la fois un certain piquant et une certaine curiosité à ces nouvelles observations. En 1613, il publie un ouvrage, Lettres portant sur les taches solaires. C'est probablement l'ouvrage le plus abouti du physicien. Voici l'autre observation. Quand on n'ignore pas totalement la perspective, du changement apparent des figures et des vitesses du mouvement, il faut conclure que les taches sont contiguës au corps solaire, et que touchant sa surface, elles se meuvent avec lui ou sur lui. À preuve leur mouvement, il paraît très lent au bord du disque solaire et plus rapide vers le centre. Autre preuve encore, la forme des taches. Au bord de la circonférence, elles paraissent beaucoup plus étroites qu'au centre.
c'est qu'au centre, on les voit en majesté, telles qu'elles sont vraiment. Alors que près de la circonférence, quand se dérobe la surface du globe, on les voit en raccourci. C'est dans ses lettres portant sur les taches solaires que Galilée s'affiche pour la première fois partisan de Copernic. On remarquera également que le monde céleste n'est pas immuable, mais qu'il est changeant et qu'il peut se modifier. Toutefois, Galilée doit faire face à d'âpres critiques. Les plus intéressantes sont celles qui sont formulées par ceux qui niaient la validité des observations faites par Galilée avec sa lunette. Le plus virulent d'entre eux est un ancien collègue de Galilée à Padoue, Cremonini. Il refuse même d'engager la polémique avec Galilée sur ses observations. Lettre de Paolo Gualdo à Galilée, 29 juillet 1611. Je suis donc allé dernièrement chez M. Cremonini et, venant à parler de votre seigneurie, je lui dis en manière de plaisanterie, « Monsieur Galilée attend avec impatience que paraisse l'ouvrage de votre seigneurie. » Il me répondit, « Il n'a pas lieu de s'impatienter, car je ne fais aucune allusion à ces récentes observations. » Je répondis, « Je crois qu'il est le seul à avoir vu quelque chose. Et d'ailleurs, ces observations à travers des lunettes me font tourner la tête. Il suffit, je ne veux plus en entendre parler. » Un autre opposant à Galilée est Antonio Maggini. Il est professeur à l'université de Bologne. Galilée veut le rencontrer pour discuter avec lui, mais il ne parvient pas à le convaincre. Lettre de Martin Horky de Lotchowick à Johann Kepler, 1610. Galileo Galilei, mathématicien de Padoue, vint nous voir à Bologne, et il apporta cette lunette à travers laquelle il a vu 4 planètes imaginaires. Quant à moi, le 24 et 25 avril, je n'ai dormi ni le jour ni la nuit, mais j'ai essayé l'instrument de Galilée 1000 fois et de 1000 façons, aussi bien pour considérer les objets terrestres que ceux célestes. Pour les objets terrestres, la lunette fait merveille. Pour les objets célestes, elle se trompe. Car certaines étoiles fixes y apparaissent doubles. Je peux produire les témoignages d'hommes très distingués et de savants les plus connus. Tous ont avoué que l'instrument de Galilée donne une vision fausse. Mais Galilée garda le silence. Et le 26, il prit tristement congé de l'illustrissime docteur Maggino. Le père Clavius, célèbre mathématicien au Collège romain, est également un opposant à Galilée. Il conteste notamment les observations que l'on peut faire avec des lentilles. Lettre de Sigoli à Galilée, 1er octobre 1610. Et Clavius le premier dit à un de mes amis, au sujet des 4 étoiles, qu'il y avait là de quoi rire, et qu'il faudrait d'abord faire une lunette qui les fabriquât, puis les montra ensuite, et que si Galilée avait son opinion, il garderait quant à lui la sienne. Par la suite, Maggini et Clavius feront amende honorable et reconnaîtront la validité des observations de Galilée. On peut voir, grâce à cet instrument, beaucoup plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Une autre objection qui est faite à Galilée porte sur la vision directe. Beaucoup de savants pensaient à l'époque que les sens humains étaient les plus parfaits et qu'il n'y avait nul besoin de les augmenter avec une lunette. Galilée doit donc proposer un raisonnement philosophique pour montrer que les yeux ne sont pas le critère le plus haut d'accession à la réalité. Une fois admis qu'il existait une vision plus parfaite que celle de l'homme, il n'était pas difficile à Galilée de montrer que la lunette permettait d'augmenter la vue et non pas de la déformer. Comment les observations de Galilée ont été reçues par les plus hautes autorités scientifiques de l'époque, en l'occurrence Kepler et le Collège romain. Lettre de Johann Kepler à Galilée, 9 août 1610. Je ne veux pas vous cacher qu'un bon nombre d'Italiens ont envoyé des lettres à Prague, affirmant qu'ils n'avaient pu voir ces étoiles avec votre lunette. Or, si j'observe, ce qui m'arrive parfois, je ne considère pas du tout comme impossible qu'une seule personne puisse voir ce que des milliers n'ont pu voir. Cependant, je regrette que la confirmation par les autres prenne autant de temps à se montrer. Alors je vous en conjure, Galilée, donnez-moi des témoins dès que possible. Kepler est d'abord un peu méfiant. Il demande à Galilée de lui fournir des témoins, car c'est important. À l'époque moderne, le plus important pour croire à des observations est d'avoir des témoins de bonne fiabilité, des témoins dont le rang social permet de s'assurer de la validité de leurs propos. Dès que Kepler a entre les mains un bon modèle de lunettes, il commence à observer et repère les satellites de Jupiter. Il se montre alors beaucoup plus confiant dans les observations de Galilée. Il publie en 1611 la Narratio de Observatis, dans lequel il engage les astronomes à observer tous les astres qu'ils pourraient. Ami lecteur, c'est pour toi que j'ai décidé de rendre publiques ces quelques observations hâtives, afin que, soit sur la foi de mes déclarations
et des témoignages que j'apporte, tu en viennes à renoncer complètement au doute et à reconnaître la vérité qui s'offre ouvertement à toi, soit que tu fasses des observations toi-même, avec un bon instrument qui te permette de voir par toi-même la réalité des choses. Pour le Collège romain, Galilée souhaite qu'il se prononce publiquement. Il se rend à Rome en 1611, rencontre les cardinaux, le pape Paul V. Il est admis par Federico Cezzi, une des plus hautes autorités de l'époque, au sein de l'Académie des Lincei, l'Académie des Lynx, qui s'occupe de mathématiques, de physique et d'histoire naturelle. Les publications de Galilée marquent ses premiers succès savants. La suite de ses prises de position va s'organiser autour du système de Copernic. Alors Josué parla au Seigneur, en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël, et dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune s'immobilisa, jusqu'à ce que la nation fût vengée de ses ennemis. Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux, et il ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour entier. Au XVIIe siècle, l'Église catholique n'a toujours pas tranché en ce qui concerne le système héliocentrique. Au contraire, elle a adopté une position qui essaye d'allier avec subtilité, modernité et tradition. L'Église maintient une distinction entre la réalité et les constructions mathématiques. Les constructions mathématiques peuvent être aussi élaborées que possible. Il faut, cependant, que la réalité soit conforme aux Écritures. Cela permet ainsi de maintenir la tradition aristotélicienne comme la théorie dominante à l'époque. Officiellement, la théorie de Copernic n'est donc qu'un modèle mathématique parmi d'autres. Cette thèse est d'ailleurs partagée par Osiander, l'éditeur de Copernic, qui, dans la préface du De Revolutionibus, explique que les travaux de Copernic sont un modèle spéculatif. Rappelons que lorsque Galilée arrive à Florence, il a le titre de mathématicien et de philosophe. C'est d'ailleurs lui qui a demandé au duc de Médicis de lui attribuer ce double titre. Dès lors, les travaux de Galilée ne pourront plus se cacher derrière de purs modèles mathématiques. Après la publication du Messager céleste, certaines critiques montrent des contradictions entre la théorie de Copernic, que Galilée défend au moins implicitement, et les Saintes Écritures. Alors Josué parla au Seigneur. Dans le livre de Josué, Josué aide les habitants de Gabaon à lutter contre les rois amorites. Lorsque les troupes de ce dernier fuient, Josué s'adresse au soleil pour interrompre sa course. Ce n'est pas à la terre qu'il s'adresse, mais bien au soleil. Galilée répond à cet argument par un raisonnement très subtil. D'abord, il estime que Dieu parle aux hommes à travers deux grands livres. D'une part, les Saintes Écritures, d'autre part, le grand livre de la nature ouvert. Les Saintes Écritures sont donc adaptées à l'intelligence limitée des hommes. Elles sont susceptibles de comprendre des erreurs, des raisonnements erronés. Lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Saintes Écritures, c'est à la science qu'il faut faire confiance. Bien sûr, tous ces arguments ne font qu'amplifier la polémique. En mars 1615, suite à une dénonciation, le Saint-Office ouvre un dossier sur Galilée. Et le 3 mars 1616, l'ouvrage de Copernic, le De Revolutionibus, est mis à l'index. Même si Galilée n'est pas cité, il est clairement visé. À la demande du pape Paul V, Galilée est convoqué à Rome. On lui demande de ne plus enseigner et de ne plus diffuser les théories de Copernic. Pendant 7 ans, Galilée se tiendra à cette interdiction. En 1623, le cardinal Barberini est élu pape, sous le nom d'Urbain VIII. C'est un ancien soutien de Galilée. Il autorise Galilée à publier un ouvrage sur les deux grands systèmes du monde, celui d'Aristote et celui de Copernic. Cependant, il pose deux conditions. La première, c'est que l'ouvrage ne soit pas un plaidoyer pro domo en faveur du système de Copernic. La seconde, c'est que le livre soit publié à Rome. Le livre de Galilée s'intitule « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». Le manuscrit était prêt dès 1629, mais Galilée le publie à Florence en 1632. Galilée lui a donné la forme particulière d'un dialogue entre trois personnages qui discutent pendant 4 jours autour des deux grandes théories, celle d'Aristote et celle de Copernic. Les trois personnages sont Simplicio, qui est un défenseur des théories d'Aristote, Sagredo, qui est l'archétype de l'homme honnête, ouvert, cultivé, et Salviati, qui représente les idées nouvelles, celles de Galilée.
Remarquons que Simplicio est le nom d'un commentateur d'Aristote. Sagredo et Salviati sont le nom de deux amis de Galilée. La forme de l'ouvrage, c'est-à-dire un dialogue, et la langue utilisée, l'italien, et non pas le latin des textes scientifiques, montrent la volonté de Galilée de se faire comprendre et connaître du plus grand nombre. En 1632, le pape Urbain VIII prend donc connaissance du dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée, et il ordonne immédiatement des mesures pour empêcher la diffusion du livre. Bien sûr, lorsque les inquisiteurs arrivent à Florence, les livres ont déjà été distribués. Mais pourquoi donc le pape a-t-il voulu interdire ce livre ? D'abord, parce qu'il s'est senti trahi, à juste titre, par son protégé Galilée. Ce dernier s'était engagé à publier son ouvrage à Rome, or il l'a publié à Florence. Ensuite, il avait accepté l'idée de faire une présentation équilibrée du système de Copernic et du système d'Aristote. En fait, son livre est un plaidoyer en faveur du système de Copernic. La deuxième raison pour laquelle le pape agit, c'est d'abord parce qu'il est dans une situation délicate. Les jésuites le jugent trop laxiste. Le pape est aussi accusé de complaisance avec les ennemis de la religion par le roi d'Espagne. En effet, ce dernier est en guerre avec les princes protestants, c'est la guerre de 30 ans. Le pape a soutenu une politique en faveur de la France. Il se trouve donc dans une position très délicate lorsque la France de Richelieu soutient la Suède protestante en 1631. Le pape est à la fois un chef religieux et un chef politique. Il se doit donc de réagir, de montrer quelle est sa puissance. L'affaire Galilée lui en fournit l'occasion. Si la condamnation de Galilée est un geste à la fois habile et indispensable pour le pape, Urbain VIII ne va pas oublier son ancien protégé. Il va faire en sorte que la sanction ne soit pas trop lourde. Pour cela, il compose une commission dans laquelle il n'y a qu'un seul jésuite. Cette commission est en outre dirigée par son propre neveu. La commission ne retient qu'un seul chef d'inculpation. Galilée n'a pas respecté l'interdiction qui lui avait été faite en 1616 de ne plus prendre position en faveur du système de Copernic. La sentence tombe le 22 juin 1633. Galilée doit abjurer ses erreurs. Son ouvrage, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, est prohibé. Galilée, enfin, est assigné à résidence jusqu'à la fin de sa vie. Moi, Galileo Galilei, fils de feu Vincenzo Galilei de Florence, âgé de 70 ans, comparaissant en personne devant ce tribunal. Je jure que j'ai toujours cru, que je crois à présent et que, avec la grâce de Dieu, je continuerai à l'avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine tient pour vrai, prêche et enseigne. Mais parce que, après que le Saint-Office m'eut notifié l'ordre de ne plus croire à l'opinion fausse que le soleil est le centre du monde, et de ne pas maintenir, défendre ni enseigner, soit oralement, soit par écrit, cette fausse doctrine, après avoir notifié que la dite doctrine était contraire à la Sainte Écriture, parce que j'ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel j'expose cette doctrine condamnée en présentant en sa faveur une argumentation très convaincante, sans apporter aucune solution définitive. J'ai été de ce fait soupçonné véhémentement d'hérésie, c'est-à-dire d'avoir maintenu et cru que la terre n'est pas au centre et se meut. Pour ceux, voulant effacer dans l'esprit de vos éminences et de tout chrétien fidèle ce soupçon véhément, à juste titre conçu contre moi, j'abjure et je maudis d'un cœur sincère et avec une foi non simulée les erreurs et les hérésies susdites, et en général toute autre erreur, hérésie et autre entreprise contraire à la Sainte Église. Je jure à l'avenir de ne plus rien dire, ni affirmer de voix et par écrit, qui permettent d'avoir de moi semblable soupçon. Et s'il devait m'arriver de rencontrer un hérétique ou présumé tel, je le dénoncerai à ce Saint-Office, à l'inquisiteur ou à l'ordinaire de mon lieu de résidence.